Chers amis, vous êtes toujours là et vous avez bien fait de rester puisque nous passons maintenant au grand entretien, la matinale, vous le savez. Le vendredi matin, j'aime à faire un grand entretien. Et ce matin, c'est l'ami Idriss Aberkane qui vient nous voir. Bonjour Idriss, comment tu vas? Salut, bah écoute, je vais pas mal là. J'ai Ouais, été très pris par de la recherche dernièrement. ouais. Donc j'ai moins publié sur ma chaîne YouTube qui est là, c'est Shadowban. Par contre, je continue à publier sur la chaîne Scanderia. Mais les nouvelles sont bonnes dans l'ensemble. Bon, mais super. En tout cas, merci de prendre du temps pour venir sur Toxin pour ce grand entretien, parce qu'il y a pas mal de sujets à aborder. Je t'ai soumis quelques sujets et je voulais que, vu que tu avais fait déjà une vidéo sur la loi de programmation militaire, on va parler de ça, on va parler de Macron, on va parler aussi de Macron qui a une espèce d'obsession pour les ingérences russes. Il y a eu le cas notamment de l'ami Anne-Laure Bonnel, on en parlait tout à l'heure, ensemble hors antenne. Finalement, j'aimerais qu'on parle de ça, la loi de programmation militaire, aujourd'hui, beaucoup de choses, et je lis notamment dans la presse mainstream en préparant cette émission, ça y est, c'est du fake news, c'est du complotisme, la réquisition, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, Idriss, là-dessus? Bah, c'est une très bonne question parce que c'est des questions qu'on doit se poser démocratiquement. Mm. On nous avait dit que le pass ne serait jamais sanitaire, par exemple, et qu'il faudrait jamais, qu'il serait jamais vaccinal, qu'il faudrait jamais le présenter au restaurant. C'est très exactement ce qui s'est passé. La même rhétorique avait été utilisée, à savoir ces complotistes de penser qu'il y aura un pass vaccinal obligatoire pour rentrer dans les restaurants. Eh ben non, c'était pas complotiste, c'était simplement du journalisme d'investigation et c'était du Mm. débat démocratique et citoyen que certains terroristes intellectuels Mm. ont essayé de censurer en l'appelant complotiste. Dans le cas d'Anne-Laure Bonnel, il faut la saluer parce que Mm. c'est une documentariste qui est tout à fait compétente, qui a une très longue expérience, et elle fait partie de l'opposition démocratique puisque Ouais. elle donne un point de vue sur les intérêts géopolitiques bien sentis de la France en Ukraine, Mm. qui n'est pas celui du gouvernement actuel, mais qui est représentatif d'une certaine partie de la population française. Mm. Elle fait donc son travail d'opposition démocratique, et elle est accusée d'être une agente russe. On lui colle Mm. une cible dans le dos, on la harcèle, Mm. on fait d'elle une cible, elle pourrait être tuée, Ouais. il Mm. faut être très très clair. Donc Mm. on incite à sa détestation, il faut être très très clair là-dessus. Les gens qui lui ont collé une cible dans le dos ont incité à sa Mm. détestation, à son exclusion et à son mépris, alors qu'elle ne fait que son travail démocratique. Et justement, ces gens-là ont dit qu'elle détruisait la démocratie, alors que c'est elle qui l'a fait vivre, puisqu'il Mm. n'y a pas de démocratie sans opposition. Ouais. Et dès lors qu'on parle de l'opposition comme anti-science dans le cas du Covid, donc l'opposition était politique, c'est-à-dire est-ce que les tests sont nécessaires à tel moment ou pas? Est-ce que les masques sont nécessaires à tel moment ou pas? Ton serviteur a été un des premiers à dire Mm. qu'il fallait masquer Ouais. en début d'épidémie et qu'après seulement il fallait voir. Et on a Mm. fait le contraire, on n'a pas masqué en début d'épidémie et après on a masqué n'importe comment dans la Mm. rue, etc. Ouais. Ça, c'est Mm. du débat démocratique. C'est une critique de la politique, c'est une critique des décisions du gouvernement. Il n'y a pas de démocratie sans cela. Quand vous Mm. avez des gens qui, en face, appellent pro-Poutine Mm. ou que sais-je, ou anti-science, les gens qui s'opposent et qui contrastent et discutent loyalement la politique du gouvernement, bah, ce sont les pires dictateurs orwelliens. Ces gens-là sont Mm. extrêmement dangereux pour la démocratie et ils le savent. Et ils le Mm. savent parce que en promouvant la pensée unique, ils Mm. savent très bien qu'ils assassinent froidement la démocratie. Donc vraiment, tout mon soutien à Anne-Laure Bonnel, qui s'est Mm. vue coller une cible dans le dos par des terroristes intellectuels, disons-le. Et Mm. aujourd'hui, eh bien, on a du terrorisme intellectuel à nouveau. Quand on interroge, on ne fait pas de loi pour ne pas s'en servir. Un Mm. parlement ne passe Mm. pas de loi pour ne pas s'en servir. Si un parlement n'a pas l'intention de se servir d'une loi, il ne la passe pas. Mm. Or, Mm. aujourd'hui, la Macronie a fait passer des lois qui sont terrifiantes sur le plan des libertés individuelles, terrifiantes. Ouais. Je n'ai pas Mm. d'autre mot. Mm. Et comme de la même façon que certaines lois étaient terrifiantes du temps du Covid, Mm. aujourd'hui, on voit que certaines lois sont terrifiantes au regard des libertés individuelles. Eh bien, Mm. on ne passe pas des lois si on ne veut pas s'en servir. Dès Ouais. lors, affirmer, pour conclure, affirmer ces lois ont été passées pour qu'on s'en serve, mais Mm. c'est être le pire terroriste intellectuel, le plus orwellien, le plus abominable, le plus immonde que de dire que c'est complotiste. Quelqu'un Mm. qui dit, en substance, écoutez monsieur, si vous pensez que cette loi va être utilisée, vous êtes complotiste, Ouais. c'est Ouais. le pire terroriste intellectuel orwellien. Mm. Et nous, évidemment, les démocrates, nous devons lutter contre ces gens. Ça va de Mm. soi.
Oui, parce qu'il y a toujours cette idée, je lisais, je te dis, dans la presse mainstream, et je pense que le parallèle avec le pass sanitaire, Olivier Véran, Olivier Varian, qui nous assurait, la main sur le cœur, qu'il n'y aurait jamais de pass sanitaire puisque c'était contraire aux valeurs de la France, de la République, de la convivialité, de la liberté, de l'égalité. Finalement, on l'a eu. Et là, je voudrais qu'on resserre le propos parce que je partage ton analyse sur cette loi de programmation militaire. Franchement, quand on la lit, ça fait flipper, et les médias mainstream nous disent non, vous supputez trop, c'est du complotisme, ça n'arrivera jamais, c'est pas comme ça qu'il faut le lire. Enfin, moi, comme toi, quand on lit une loi, on se dit d'une part, effectivement, si elle est là, c'est qu'elle est, elle est là pour qu'on s'en serve. Et puis, concrètement, à l'appréciation de ce qu'on lit, on a quelques raisons de s'inquiéter. C'est mon avis. C'est pour ça que je voulais t'entendre là-dessus, quoi. Oui, et retenez cet axiome vraiment Ouais. pour toute notre audience, et vraiment bravo pour ce que vous faites chez Toxin, pour ce que tu fais, ce que fait Clémence Merci. Oudiakova, etc. Euh, Vraiment, retenez Mm. ce principe, cet axiome simple, ce théorème fondamental du législatif. Le Mm. théorème fondamental du législatif, on ne fait pas une loi si on n'a Mm. pas l'intention de s'en servir. Point barre. C'est le théorème fondamental du législatif. Dès lors, si cette loi est passée, ça signifie qu'il existe des gens qui ont l'intention de s'en servir. Mm. Et si elle est mise en œuvre, les libertés individuelles en France peuvent être abolies très rapidement. En conséquence, parlons mathématiques, eh bien, la conséquence logique et mathématique de ce raisonnement, c'est que les personnes qui font croire au public qu'en République française, on passe des lois pour ne pas s'en servir, sont des terroristes intellectuels. Et c'est même à ça qu'on peut les reconnaître de la façon la plus froide et la plus directe possible. C'est même un test. Si vous voyez quelqu'un tester le journalisme comme ça, n'oubliez jamais la loi de Wittgenstein, vous savez, le grand philosophe, je parle toujours à l'audience, vous, hein, mais le grand philosophe Wittgenstein, qui disait si vous mesurez une table avec une règle, vous pourriez aussi bien mesurer la règle avec la table. Bon, si des journalistes déclarent une loi est passée, mais on ne s'en servira jamais, mais personne ne s'en servira jamais, et mieux, dire qu'on s'en servira, c'est complotiste. Eh ben, ce n'est pas un test de votre intelligence, c'est un test de l'intégrité journalistique des gens qui disent ça. Ou politique, parce que parfois ce sont des politiciens qui disent ça. C'est un test de leur intégrité. Si vous avez une table et vous savez que cette table fait exactement 1 mètre, et que vous avez un maître ruban qui vous dit qu'elle fait 1,20 m, ben vous savez que c'est le maître ruban qui est faux. C'est pas la table qui est fausse. Bon, ben là, c'est pareil. Loi de Wittgenstein, si des gens qui se prétendent journalistes ou fact-checkers ou toute autre nature ou politiciens vous disent écoutez, je suis formel, cette loi est passée, mais personne n'a l'intention de s'en servir. Vous avez un test de leur intégrité sous les yeux. Mais c'est ça qui est fou parce que c'est véritablement, tu as raison de le dire aussi, et il y a aussi cette idée, une nouvelle fois, qu'on a mal lu la loi, qu'on l'a mal comprise, qu'on n'a pas bien compris les visées politiques, les visées législatives. Et c'est ça qui est effrayant. C'est-à-dire que nous, on le lit, et puis on nous dit qu'on a mal lu. Donc déjà, il y a quand même un mépris d'intelligence qui est fondamental, qui est patent, et c'est même de la mauvaise foi, de la véritable mauvaise foi, en fait. Absolument, parce que, en fait, une loi doit être lue, non pas comme un juriste, mais comme un justiciable. C'est pas la même chose. Une loi, quand le public voit passer une loi, il doit la lire comme un justiciable. Il doit s'imaginer devant un juge avec cette loi qui est retenue contre lui. C'est ça qui fait que le public doit ou non soutenir une loi. Il doit se dire, bon, je suis devant un tribunal, cette loi est retenue contre moi. Et là, c'est limpide. Parce que sinon, oui, on peut ergoter, on peut dire, mais non, pas du tout. Dans l'éventualité de la possibilité, de la velléité, de l'ombre, eh bien, vous pourriez tout à fait plaider que... Non, non. Vous êtes devant un tribunal, cette loi est retenue contre vous, vous faites quoi? Ce qu'écrit cette loi écrabouille n'importe quel justiciable contre qui elle est retenue. Il faut être clairissime, il faut être limpide. Ce qu'écrit cette loi, ce que déclare cette loi, écrabouille n'importe quel justiciable contre lequel elle est retenue. Point. Vous pouvez me dire, mais oui, mais si vous avez le meilleur avocat du monde, il pourra plaider éventuellement de cette façon. Non. C'est une des lois les plus écrasantes possibles pour le citoyen moyen. À partir de là, les jeux sont faits. C'est déclarer que c'est complotiste, d'imaginer que cette loi un jour enverra des gens devant la justice et sera retenue contre des gens, alors que le texte de cette loi est le plus écrasant possible pour le justiciable français. C'est de l'anti-journalisme, et vous avez donc un test, encore une fois, un parangon
Mmh. qui vous permet de savoir si quelqu'un est guignol ou journaliste, est guignol ou vraiment fact-checker, est guignol ou vraiment politicien. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que même de se poser la question. Mmh. Poser la question, jette sur toi l'opprobre, et pas l'opprobre comme disait une secrétaire d'État, hein, c'est l'opprobre, finalement, du fait même de se poser la question. Donc ça nie finalement la capacité d'investigation du journaliste, ou du moins de se poser la question de ce qu'il lit dans un texte qui me paraît assez confus, mais volontairement confus d'ailleurs. Et c'est toujours ce qui m'intrigue, moi, le volontairement confus. Et là aussi, il faut se rappeler des langages hermétiques, c'est le Ouais. fameux sketch des inconnus. Quand on a de la confusion, c'est pour favoriser justement une partie, plutôt qu'une autre, parce Mmh. que l'herméticité permet de favoriser une guilde ou une caste. Mmh. Et c'est bien à ça qu'elle sert fondamentalement. L'herméticité crée une barrière d'entrée. Donc évidemment, si on crée une loi qui n'est pas limpide et qui est volontairement Mmh. hermétique, c'est d'emblée pour favoriser Mmh. un certain groupe. Ensuite, sur le terrorisme intellectuel, appelons-le comme il est. Oui, traiter, faire du name and shame. Donc n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est Amélie Ismaili qui a enquêté là-dessus. On a la Mmh. cellule du contre-discours républicain. Donc c'est une cellule qui dépend directement de la place Beauvau et qui est Mmh. en position de faire du naming and shaming sans mandat. Sans Mmh. mandat. Il n'y a pas de commission rogatoire. Hein. Il n'y a Ouais, pas ouais. quelqu'un qui est inculpé, il n'y a pas quelqu'un qui est mis en examen, dont les droits Mmh. vont être respectés. Non. Sans mandat, on a déjà une cellule qui dépend de la place Beauvau et qui peut faire du naming and shaming. Mmh. Après, on a aussi bien sûr des organisations privées comme Avisa Partners qui sont très Mmh. connues pour faire cela. Et Mmh. puis, on a l'Institute for Strategic Dialogue sur lequel Amélie Ismaili a enquêté aussi, qui est spécialisé dans le naming and shaming et qui l'a fait à plusieurs reprises sur différents Français comme Didier Raoult ou comme ton Mmh. serviteur, mais aussi Mmh. comme le professeur Perron, etc. Et Mmh. qui réalise ni plus ni moins qu'un fichage ou qu'un ciblage, à tout le moins. Qu'un ciblage est Mmh. un fichage. C'est un fichage Mmh. très particulier, mais c'est un fichage. Donc ça, déjà, on voit que ça existe. Hein. Mmh. Ensuite, pour revenir sur le terrorisme intellectuel, aujourd'hui, on voit bien sûr qu'il y a une vague de contre-terrorisme intellectuel, c'est ce que nous faisons. Mmh. Nous avons dit pendant 4 ans, écoutez, nous sommes arrivés à un point où Mmh. l'accusation de complotisme doit être affrontée frontalement, parce que aujourd'hui, on voit même qu'un prix Nobel de physique a accusé Didier Raoult de complotiste. Didier Raoult est le plus grand infectiologue peut-être de tous les temps, peut-être devant Pasteur, parce que moi je suis biologiste, quand je vois les découvertes qu'il a faites, je ne peux Mmh. pas trouver un seul autre infectiologue qui Mmh. ait fait des découvertes de ce calibre et Mmh. dans cette quantité, dans cette qualité. Et dire, voir des pseudo-journalistes qui n'ont même pas une licence de lettres déclarer que Didier Raoult ne sait pas faire de science, Mmh. Ouais. c'était évidemment risible. Mmh. Donc, fondamentalement, on doit voir qu'on a fait ce travail de contre-terrorisme intellectuel et que du coup, eh ben, on peut aujourd'hui dire quand vous êtes traité, quand quelque chose est considéré comme complotiste, il faut enquêter dessus. Mmh. Oui, oui, oui. Alors là-dessus, j'aimerais qu'on avance. En tout cas, merci d'être aussi nombreux. Hein. On passe des records d'audience les uns après les autres. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là ce matin sur Tocsin, la matinale, que j'ai le plaisir d'animer. Et merci à toi, Idriss, d'être là, d'avoir pris ce temps pour répondre à mes questions. Et on va continuer cet entretien, bien entendu. Loi de programmation militaire, on va être réquisitionné ou pas? Littéralement, est-ce que ce qui est écrit dans le texte, on peut être réquisitionné? C'est les personnes, les biens aussi, via toute une série, une foule de choses assez inquiétantes, je trouve, hein, Idriss, là-dessus. On peut. Le cadre législatif est très clair. Donc, là aussi, Mmh. vous verrez dans une certaine presse, ou plutôt une certaine Ouais. pseudo-presse, des gens vous dire oui, mais avec un bon avocat, non, mais c'est pas tout à fait ça. Non. La seule méthodologie, je vais le répéter, c'est de Mmh. lire cette loi comme un justiciable. Mmh. De se dire, je suis devant un juge, Ouais. cette loi m'est opposée, qu'est-ce qu'elle dit contre moi, cette loi? Mmh. Dans quelle mesure quelqu'un qui me veut du mal, et on a bien vu qu'aujourd'hui le gouvernement français pouvait vouloir du mal à des Français, le cas des Mmh. Gilets jaunes a été très clair, mais pas Ouais. seulement. Bon, je suis devant un tribunal, quelqu'un qui me veut du mal, comment peut-il utiliser cette loi contre moi? Mmh. Open bar. Mmh. C'est une Kalachnikov. Mmh. C'est une arme létale, Mmh. sérieuse, de guerre. C'est une arme de guerre. Cette loi est Mmh. une arme de guerre. Mmh. Donc, les pseudo-journalistes diront non, mais éventuellement, on peut penser à l'interpréter de cette façon. Les Ouais. vrais journalistes diront le Mmh. réel a le récit. Le Mmh. réel, c'est jeu de rôle. Vous êtes devant un juge, cette loi est retenue contre vous, vous faites quoi? En Mmh. face, il y a un procureur qui va vous fumer avec cette loi. Il y Mmh. a un procureur qui va utiliser cette loi et qui va faire un réquisitoire contre vous à Mmh. partir de cette loi. Qu'est-ce Mmh. qu'ils peuvent faire avec? Oh mon Dieu!
Mmh. Il peut en faire des choses. Oh mon Dieu, il peut en faire des choses. Donc il Mmh. n'y a que comme ça qu'il faut lire une loi et Mmh. les journalistes qui pas tous heureusement, il y en a qui font leur travail, Mmh. mais les journalistes qui ne font pas cette analyse, qui ne disent pas: «Voilà la base. La base, c'est qu'une loi doit s'analyser comme un justiciable, pas comme un juriste, comme un justiciable». Et ben, ceux-là, en effet, endorment le public vis-à-vis de la gravité de cette loi. Mmh. Alors, on va continuer là-dessus. Je voudrais qu'on parle, cher Idriss, du bellicisme d'Emmanuel Macron. On le voit, j'imagine que tu as vu la photo aussi en grimé en Rocky Balboa. Là, aujourd'hui, Emmanuel Macron, est-ce que son bellicisme est-il la preuve de son inconséquence, de son incompétence, quelque part peut-être de sa folie politique? Comment tu vois, toi, ce bellicisme d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs, il est bien le seul à tenir, hein, pour le coup, hein? Oui, c'est vraiment de la compensation parce qu'il y a un complexe d'infériorité. C'était comme se grimer pour, aller dans un sous-marin nucléaire français et cetera. Je veux Non, dire, c'est vrai que bah, oui, il faut pas l'oublier ça. Donc il y a un côté panoplie. C'est-à-dire mmh, que ça révèle la psychologie de quelqu'un qui pense que l'habit fait l'homme, mmh, ce qui peut être vrai dans certains cas minoritaires, mais là, en l'occurrence, c'est la panoplie, c'est Martine à la mmh, plage. mmh, Donc, j'ai ma panoplie d'eux, j'ai ma mmh, panoplie de sous-marinier, j'ai ma panoplie de chef de guerre, j'ai ma panoplie de ceci. Donc je le suis. ouais, Bon, bah, mmh, ça des généraux de carnaval en Amérique du Sud, on en avait plein, hein. Je veux dire, mmh, il suffit de regarder aussi, Kim Jong-un mmh, en, heu, en Corée du Nord, mmh, qui est, d'après le récit officiel de son gouvernement, champion de basket, champion ouais, de golf, tout ouais, un tas de choses. Bon, il a toutes les panoplies lui aussi, hein, mmh, et c'est vraiment pareil, enfin, comme un dictateur sud-américain. C'est mmh, Tintin, c'est Tintin. mmh, C'est le casoir, le casque à plumes, tout un tas de médailles en chocolat. mmh, On sent que c'est la même chose, parce mmh, que considérons par exemple un président qui a vraiment fait la guerre, le président Eisenhower. mmh, Tu l'aurais vu faire ça, toi? En pleine guerre froide, ouais, quand on a les Russes qui peuvent vitrifier Washington, mmh, quand mmh, on a encore Staline au pouvoir. Bon, tu aurais vu juste et puis mmh, après Khrouchtchev, mais tu aurais vu, Eisenhower, qui est mmh, un vrai général, mmh, qui a conduit le débarquement en Normandie, mmh. taper dans un sac et se faire il peut, il y a pas de problème. Il y avait des Oui, oui, présidents qui ouais, par mmh, exemple, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt mmh, s'était décollé la rétine d'un œil. Il a dû ouais, le garder secret parce qu'il aimait bien se parer avec ses invités. mmh, Mais c'était secret, ouais, premièrement. ouais, Il mmh, faisait ouais, pas ouais, ouais, des photos ops avec et ouais, Theodore Roosevelt était beaucoup plus, dur à cuire que Macron. Je veux dire, mmh, c'était dit Roosevelt, c'est le mec qui est allé chasser des desperados avec les Rough Riders, qui est mmh, allé à Cuba, mmh, enfin c'est un type de terrain qui mmh, dormait à la belle étoile, en chevauchant mmh, comme un cow-boy. Donc mmh, là, on parle et qui donc se parait avec ses invités à la Maison Blanche et mmh, pouvait se prendre des coups puisqu'il a eu un décollement de la rétine. Bon, jamais il aurait fait un photo op. Je veux dire, ouais, c'est sûr que non. Donc là, le fait de f et Eisenhower non plus n'aurait jamais fait une ouais, photo op, autour de ça. Donc voilà, c'est comme la fois où il s'est fait photographier un peu réveillé en mode, ouais, voilà, avec le sourcil plus haut que l'autre. Bon, mmh, tout ça, c'est vraiment la république de l'apparence. mmh, On voit pas ouais, et ça fait n'importe qui s'y connaît, bah, dans un combat de rue, par exemple, on sait que c'est le type le plus calme qui est le plus dangereux, hein. ouais, ouais, Ça, on le sait. mmh, Moi, si à la sortie d'un bar, je dois me retrouver, ouais, il y a quelqu'un qui veut ouais, s'engrainer avec moi, ouais, bon, si je vois qu'il parle pas fort, qu'il a les oreilles en chou-fleur et le nez pété, je vais éviter de me frotter à lui. Or, ouais, les oreilles en chou-fleur et le nez pété, en l'occurrence, c'est plutôt Poutine, là, parce que, ouais, lui, il en a vu ouais, passer des présidents français et il en a fait des guerres. mmh, Donc maintenant certains analystes comme Philippe Béchade, mmh, heureusement nous disent: «Non, mais c'est que de la rhétorique électorale». C'est pour ça que Scholz ouais, voilà, c'est pour ça qu'on peut mmh, vérifier, c'est pour ça que Scholz dit: Calme-toi, doucement». C'est mmh, pour ça que, les États-Unis aussi ont dit: «Non, non, mais oui, calme-toi, tu sais, on va pas envoyer de troupes à Odessa, de quoi tu parles?» ouais, Donc pour Philippe Béchade, c'est de la rhétorique électorale et confiscatoire des libertés ultérieurement, puisque voilà, en faisant monter la menace poutinienne, donc avec tous les terroristes intellectuels qui ont collé ouais, cette cible sur le dos d'Anne-Laure Bonnel, bah, ça servira à dire: «Regardez, on vous confisque vos libertés, mais heureusement parce qu'il y a le grand méchant loup. Donc mmh, il y a le ouais, grand ouais, ouais, méchant loup, donc on doit vous réquisitionner, confisquer vos libertés, dévaluer et cetera. Tout est possible. Augmenter les impôts, réduire les services publics». Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, ça peut quand même partir en sucette parce que l'envoi de troupes françaises à Odessa, ça peut en effet partir en vrille. ouais, mmh, Heu, Aujourd'hui, le contingent français doit être préparé à une loi militaire importante puisque nous n'avons pas assez de soldats en France. C'est un oui, fait.
C'est pas avec 80 000 personnels d'actifs qu'on peut s'aligner pour de vrai ou même être un tout petit peu menaçant vis-à-vis de la Russie. Et autant on pourrait faire une levée en masse. Je rappelle qu'il y a toute une génération qui a grandi, qui a fait son collège-lycée avec le masque, qui a grandi avec l'arbitraire, qui a grandi avec les bases fondamentales du totalitarisme, c'est-à-dire les décisions arbitraires. Camarade Popov, mets-toi sur un pied. Camarade Popov, danse la kalinka. Camarade Popov fait ci, camarade Popov fait ça. Bon, l'arbitraire, c'est la base du totalitarisme. Or, on a une génération qui a connu 5 ans d'arbitraire. Et si on laisse encore quelques années, elle pourra être levée en masse. C'est vrai. Si en plus on ajoute à ça qu'elle portera l'uniforme, puisqu'il y aura le port de l'uniforme obligatoire à l'école, et pas un uniforme à la Harry Potter. Attention, pas un joli uniforme. J'ai rien, je suis ni pour ou contre le port de l'uniforme. Si c'est comme à l'île Maurice, si c'est comme dans le système anglais, une jupe à carreaux, une cravate, très bien. Oui. Là, c'est là, c'est un pull regain, c'est pas pareil. Hein. C'est un pull d'agent de sécurité. Là. Et c'est unisexe. Donc, on est sur un uniforme qui est martial. On n'est pas du tout sur un uniforme qui est studieux. Voilà. Et ça, c'est le point le plus important. Et des gens qui étaient pour le port de l'uniforme studieux à l'école se sont fait embarquer rhétoriquement, se sont dit « Ah, puisque c'est un uniforme, c'est bien. Moi, je suis pour l'uniforme studieux. » Mais ces gens n'étaient pas capables intellectuellement de faire la séparation entre uniforme studieux et uniforme martial. Et ils se sont donc fait vendre pour l'aspiration d'un uniforme studieux qu'ils pouvaient soutenir un uniforme martial. Et ça, c'est une sacrée arnaque. Donc, voilà ce qu'on a aujourd'hui. On a une préparation et un besoin. Donc, d'un côté, il faut plus de mobilisation. Et de l'autre, la loi est en train, et la loi et la culture est en train d'aller dans cette direction. Donc, il faut envisager, dans ce cas-là, que le contingent français soit multiplié par au moins 5. D'ailleurs, j'ai une info à te donner là-dessus, ça va apporter de l'eau à ton moulin, Idriss. Tu sais que plusieurs nations étrangères vont envoyer des soldats pour les JO en France pour sécuriser, puisqu'ils sont en galère. Donc nous avons, et c'est le ministère des Armées qui est en train de dealer ça avec plusieurs nations étrangères, pour recevoir des soldats étrangers pour venir assurer notre propre sécurité. Enfin, on est chez les fous. On est vraiment chez les fous. Littéralement. C'est extrêmement grave. On est ridicule et on s'humilie tout seul. J'ai l'impression qu'on s'humilie tout seul en permanence. C'est comme quand, du temps où Manuel Valls était ministre de l'Intérieur, la République populaire de Chine avait proposé de déléguer des policiers chinois en France pour protéger les touristes chinois qui se faisaient braquer parce qu'ils payaient leurs achats de luxe en liquide. Donc, déjà, on avait été ridicule à l'époque, montrant bien que la police n'avait pas assez de moyens en France, comme la justice, comme l'éducation, comme la santé, comme les transports. Et aujourd'hui, voilà, on voit que c'est la sécurisation des sites olympiques qui va nécessiter de faire venir des soldats étrangers. Enfin, le grand Charles pèterait les plombs. Enfin, si on avait dit à Charles de Gaulle, les Jeux olympiques vont se tenir à Paris, ce qui n'a, à ma connaissance, jamais eu lieu sous sa présidence, eh bien, mais on va devoir utiliser des soldats étrangers pour garantir la sécurité des sites. Mais vous êtes fous. Enfin, je veux dire, c'est une plaisanterie. Donc oui, c'est gravissime. Et puis ça, c'est un aveu d'échec absolu du gouvernement actuel. Et il faut savoir, alors ça, c'est pas encore sorti, mais il faut savoir aussi que les services de renseignement intérieur sont en train d'essayer, pour la plupart, de déconseiller, ils déconseillent, notamment à Darmanin et à Macron, d'organiser la fameuse inauguration sur les bords de Seine, parce qu'ils s'attendent à une tuerie de masse, littéralement. Donc, ils essayent par tous les moyens de les déconseiller, finalement, d'organiser ça comme ça. Mais on est chez les fous, en fait. Il y a une espèce de déconnexion totale avec ce que nous sommes et l'état du pays par rapport... Ça me fait penser, tu vas me dire si tu penses, rapidement, grossièrement, à la chute de l'Empire romain, véritablement. Des gens qui sont tu vois, dans les fêtes, les soirées, et finalement, l'Empire est en train de crever et de s'effondrer littéralement. C'est mon analyse, c'est rapide, hein, bien entendu, mais ça vaut ce que ça vaut. Ah non, mais tu n'es pas le seul à faire cette analyse. Beaucoup de gens parlent de fin de règne, de fin d'empire. La France est totalement devenue un peuple fédéré de l'Empire américain, donc c'est l'extrême Occident, Washington. La capitale de l'extrême Occident, c'est Washington. Mais l'extrême Occident, comme dans l'Empire romain, a des fédérati. Donc des peuples fédérés. La France n'était pas un peuple fédéré jusqu'à Chirac, et puis elle l'est complètement devenue après Chirac. Elle résistait un peu, c'est vraiment sous De Gaulle que la France n'était pas un peuple fédéré, parce que De Gaulle avait empêché l'American Governance of Occupied Territories en France. Mais
petit à petit, le gaullisme a été liquidé et Chirac en a été le dernier représentant. Précisément, le dernier représentant était De Villepin. La CIA est intervenue spécifiquement avec l'affaire Clearstream pour que De Villepin n'ait plus jamais de carrière politique. C'était une directive qui avait été donnée par Condoleezza Rice, à savoir punissez les Français, oubliez les Russes et pardonnez aux Allemands. Quand il y avait eu ce fameux axe Paris-Berlin-Moscou contre la guerre en Irak, qui était d'ailleurs l'axe de la raison, puisque la guerre en Irak, laquelle avait été promue par les mêmes terroristes intellectuels que ceux qui accablent Bonnell aujourd'hui. C'est très intéressant. Parce que ceux qui accablent Bonnell aujourd'hui, l'accusant de faire le parti de l'étranger, sont les mêmes qui ont les mains couvertes de sang, puisqu'ils ont fait la publicité, ils ont fait les pom-pom girls de la guerre en Irak, qui, elle, a fait des millions de morts. Et des millions de déplacés, et qui a créé l'État islamique, et qui a déstabilisé la région de façon très durable, et qui a, même si on veut être pro-américain, j'ai aucun problème avec ça, il faut juste l'affirmer et l'assumer, même si on veut être pro-américain, qui a fait monter l'Iran, parce que l'Iran est aujourd'hui la première puissance dans la région, tout simplement parce qu'on a dévasté ses voisins. Alors, dans ce cadre-là, c'est bien une fin d'empire que l'on voit, c'est-à-dire un empire qui lâche prise, et une décadence des élites, en effet. Et d'ailleurs, c'est ce que disaient les anciens dans la Rome antique. Plus un empire est décadent, plus un pouvoir est corrompu, plus ses lois sont absurdes, plus ses lois sont nombreuses. Donc là, c'est ce que l'on voit avec justement cette loi de programmation militaire, etc. On voit en effet la même dynamique que l'Empire romain en plein déclin. Et puis avec des Néron, des Caligula, des Commodes, enfin, ça boucle bien. On a un président qui fait des photo-op en tapant dans un sac alors qu'il n'est pas boxeur. Bon, un qui avait fait ça mais qui n'était pas président, c'était Jean-Marie Le Pen, pour le fun, il n'y a pas de problème. Bon, mais je veux dire, Commode, c'était ça. C'était, au lieu d'être empereur, je vais être gladiateur. Parce que je veux ma panoplie de gladiateur. Bon, bah là, je veux ma panoplie de boxeur. Les parallèles sont troublants, en effet. Sur Emmanuel Macron, est-ce que tu penses, comme certains, qui roulent pour les États-Unis d'Amérique, parce que la question se pose aujourd'hui. Voilà, non, vraiment, se pose. C'est la fameuse ami américain. Oui, il n'y a même pas à se poser de questions. Alors, autant Nicolas Sarkozy, lui, il avait assumé. Et il l'avait vendu aux Français. Il faut lui reconnaître ça. Il faisait des jogging NYPD avec un t-shirt NYPD à New York. C'est vrai, Voilà, mais je veux dire, au moins, le type, il l'assumait. Et puis, il avait dit, vraiment, voilà, je vais m'aligner davantage sur les États-Unis. Bon, il l'a dit à ses électeurs avant le vote. Donc, il n'y a pas eu de trahison de ce point de vue-là. Et il l'a dit, les électeurs ont voté pour lui. OK. Mais Macron n'a jamais dit « je serai le candidat de BlackRock ». Avec la retraite, avec le repoussement de l'âge de la retraite, avec tout ce que j'ai fait, la vente d'Alstom, la vente de la TECOR, etc. Je serais le candidat des États-Unis, quoi. Je serais un préfet, je serais une sorte de gouverneur de province pour le compte de Washington, sachant que le fonds KKR a financé abondamment la campagne d'Emmanuel Macron. Et KKR, c'est un des grands fonds d'investissement américains. Donc, quand on est financé, sous De Gaulle, ça aurait été impensable qu'un candidat fit une campagne en France en étant financé par un fonds américain. C'est pas possible. Et là, étrangement, les terroristes intellectuels qui ont incité à la détestation de Madame Bonnell n'ont pas dit « Ah, mais c'est le parti des États-Unis, ça ». C'est-à-dire que si on avait un candidat qui était financé par un fonds d'investissement russe, les terroristes intellectuels qui incitent à la détestation de Bonnell diraient « ce candidat est le parti de Moscou ». Mais là, on a un candidat qui est financé par un fonds américain et les terroristes intellectuels ne disent rien. Ce qu'ils font bien, ce qu'ils sont. Oui, c'est absolument dingue. Et là-dessus, on en parlait en antenne rapidement. Je lisais chez nos confrères de Marianne, notamment, ce président qui craint pour sa peau. C'est la une de Marianne cette semaine. On lit des choses hallucinantes. Macron est obsédé par les ingérences russes. Il fait des conseils, il se réunit, ils font des directions. Il y a des réunions qui se tiennent tous les jours pour faire des points sur le niveau d'ingérence russe. Rappelle-toi, pendant les Gilets jaunes étaient pilotés par les Russes, par la main russe, d'après les Matignon, il y a surtout le château, l'Élysée. Ça a été le cas aussi des agriculteurs. On a eu aussi l'ingérence russe des agriculteurs. C'est dingue finalement de savoir
ils ont peur. Il a peur d'ingérence russe, alors que lui-même, concrètement, factuellement, est quand même bien poussé par les Américains derrière. C'est quand même assez formidable, quoi, en termes d'ingérence, d'histoire d'ingérence étrangère, hein, ce terme global. Oui, parce que souvent, on attribue aux autres nos propres intentions. Enfin, c'est un phénomène très connu en théorie de l'esprit, en sciences cognitives. Et quelqu'un qui, en effet, est issu d'ingérence. Et puis bon, je rappelle que le métier de la CIA, c'est de faire de l'ingérence, hein, c'est son job prioritaire, hein, c'est de faire des coups d'État ou de l'influence politique. Et elle l'a fait très abondamment, que ce soit l'opération Ajax ou les différents renversements de gouvernement en Amérique du Sud, etc. Donc c'est son job. Point barre. Donc à partir du moment où on a une agence qui est payée pour faire de l'ingérence, il ne faut pas ensuite déclarer que l'ingérence est que l'ingérence américaine, celle-là, elle est complotiste. L'ingérence russe n'est pas complotiste, notez bien. Hein. C'est toujours cette dialectique. Quand c'est les Russes qui le font, c'est pas une théorie du complot. Quand c'est les Américains qui le font, c'est une théorie du complot. Et en fait, on peut résumer ça en un mot. McCarthyisme. Les terroristes intellectuels qui incitent à la détestation d'Anne-Laure Bonnell, ce sont des McCarthyistes. Ce sont les mêmes qui, quand on avait des militants des droits civiques aux États-Unis, disaient « mais vous êtes en train de déstabiliser le pays au profit de la terreur rouge ». Non, on veut juste les mêmes droits pour les femmes et les hommes, on veut juste les mêmes droits pour les noirs et les blancs. On veut juste abolir les toilettes pour les noirs et les toilettes pour les blancs. Non, monsieur, vous n'êtes pas un militant des droits civiques, vous êtes un agent du KGB. Et des gens ont fini sur la chaise électrique sur ces conneries. Hein. Donc, c'est le McCarthyisme pur et simple. C'est le même. C'est nous, il y a 2 agriculteurs qui se suicident par jour en France. 2 condoléances aux familles des 2 agriculteurs qui statistiquement se sont suicidés aujourd'hui. Bah, bien sûr que les agriculteurs manifestent. Bien sûr qu'ils manifestent, c'est eux qui nous nourrissent. Eh ben non, c'est des agents de Poutine. C'est du McCarthyisme pur et simple. Et toutes les problématiques sociales qui existaient aux États-Unis étaient forcément des ingérences soviétiques. On connaît cette rhétorique qui est orwellienne et antidémocratique. Et c'est pour ça que notre audience, maintenant, doit savoir et doit expliquer, parce qu'il faut faire ce travail de pédagogie, notre audience doit expliquer autour d'elle, les politiciens qui pratiquent ce terrorisme intellectuel font du McCarthyisme. Soyez très vigilants. Les politiciens qui disent « si les agriculteurs manifestent, c'est à cause de Poutine ». Si jamais les gilets jaunes manifestent, c'est à cause de Poutine. S'il y a des punaises de lit à Paris, c'est à cause de Poutine. Ce sont les pires McCarthyistes, ce sont les pires totalitaires. Ces gens-là sont dangereux et antidémocratiques. Il faut agir contre eux par tous les moyens démocratiques nécessaires. Et ça, c'est intéressant. Idriss, il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Je voulais qu'on aborde le problème économique de la France. Aujourd'hui, on est à 2 doigts de la faillite, de la banqueroute, du crash. On a Bruno Le Maire qui continue, il faut garder le cap. Les Français doivent être responsables. Il est là depuis 2017. Franchement, quand tu vois Bruno Le Maire, qu'on appelle notamment au gouvernement par certains le bulot, hein, il faut quand même le savoir, parce que même au sein de son gouvernement, je veux dire, il éclate pas d'intelligence, hein, manifestement. Là, aujourd'hui, rapidement, en 10 minutes, parce que c'est quand même assez grave ce qui se passe en France, toi, quel regard tu portes là-dessus, Idriss? Alors, c'est très simple. En une phrase. Ouais. La dette est le premier service public en France. Point. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Parce que tu sais qu'on appelle les intérêts de la dette le service de la dette. Et oui, hein, c'est pour éviter, hein, quand on parle on ne veut pas trop parler d'impôt, alors on dit que c'est pas un impôt, c'est une taxe, c'est une contribution, c'est un versement, c'est un prélèvement. Voilà, avoir plein de synonymes permet d'éviter de pouvoir consolider tous les prélèvements obligatoires qui accablent les Français. Mais là maintenant, quand un Français paye des impôts, directs, indirects, des prélèvements, ce qu'il veut, c'est en numéro 1 pour payer les intérêts de la dette. Donc, puisqu'on appelle ça du service, c'est un service public. Quand un Français paye de l'impôt, c'est pas en priorité pour faire tourner un bus, c'est pas en priorité pour faire tourner une salle de réanimation à l'hôpital, c'est pas en priorité pour payer un juge parce que la France n'a vraiment pas assez de juges, il en faudrait au moins 5 fois plus. C'est pas en priorité pour payer un policier, c'est pas en priorité pour payer un prof, c'est en priorité pour payer la dette. Les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette. Même pas le principal. Même pas le principal. Donc, dans une situation comme celle-là, dans la vraie vie, il n'y a qu'une solution. Faire défaut, dévaluer, repartir, lever des fonds sur la base, faire un fonds souverain, bien entendu, lever des fonds sur la base du patrimoine. Bon, la France, elle en a du patrimoine.
deuxième ou première zone économique exclusive maritime au monde. Oui. Des métaux précieux, notamment les nodules polymétalliques dans les fonds marins, une biodiversité qui peut être valorisable sur le plan économique, des laboratoires d'exception qui, certes, ont une culture désastreuse de ne jamais vendre leurs découvertes, mais on peut la changer, cette culture, parce que le CNRS est très efficace pour faire des découvertes. Il est nul à chier, soyons clairs, il faut quand même dire les choses, pour vendre ses découvertes. Le laser, pompage optique, Alfred Kessler, prix Nobel 67, la France n'a pas exporté de laser, ou quasiment pas. Pareil pour les cristaux liquides, prix Nobel Pierre-Gilles de Gennes, pareil pour les disques durs SSD qui sont dans tous les ordinateurs, ça c'était le prix Nobel Albert Fert. Bon, la France n'a jamais pesé dans l'export de tout ça, parce qu'au CNRS, il y a une culture merdique de ne pas vendre les découvertes. Mais en mettant un bon coup de pression là-dessus, même pas un coup de pression réel, c'est-à-dire juste rajouter des gens dont ça sera le métier dans les labos du CNRS, dire à chaque fois qu'il y a une découverte fondamentale, je bosse pour qu'on l'exploite et qu'on la produise en France et qu'on l'exporte. On a le plein emploi si on fait ça. Dans les cartons du CNRS, il y a de quoi avoir le plein emploi en France, juste au CNRS. Je ne parle pas des forêts, je ne parle pas du patrimoine touristique, je ne parle pas du patrimoine écologique et du patrimoine minier dans les zones économiques exclusives, je parle juste du CNRS. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait défaut, fuck you. C'est du vol, cette dette. Donc, fuck you, on fait défaut. On trouve un partenaire. C'est pas ça qui manque chez les BRICS, ça peut être aussi avec la Norvège. Hein. On trouve un partenaire qui prend des bons du Trésor ou qui restructure notre dette. Je dis, beaucoup de gens disent c'est impossible. L'Afghanistan a fait défaut. Immédiatement, l'Inde, la Russie et la Chine se bousculaient pour leur prêter. L'Afghanistan s'est jamais autant développé que maintenant. Ils étaient surendettés, les mecs. Les Américains les avaient endettés pour 30 générations. Eh ben, ils ont fait défaut, fuck you, et ils ont trouvé de nouveaux bailleurs de fonds. Parce qu'une fois que l'ardoise est effacée, le sous-sol de l'Afghanistan reste le même. Hein. Les forces telluriques, elles se foutent complètement des écritures comptables au FMI. Quoi. Donc, elles sont toujours là. C'est pareil pour la biodiversité. C'est pareil. Donc, en France, les forces telluriques qui font la France, qui font sa zone économique exclusive, et les forces intellectuelles qui font son secteur académique qui est très sérieux. Bon. Et Raoul démontre tous les jours. Il a regardé tous les brevets que son labo a déposés. C'est du délire. Eh bien, elles seront toujours là. Le lendemain d'un défaut, et le lendemain d'un défaut total et d'une dévaluation, et bien sûr d'un retour à une monnaie nationale, ça sera toujours là. Donc, des bailleurs de fonds, il y en aura. Et ça sera le moment d'avoir en effet une politique moins dévastatrice sur le plan comptable. Donc, voilà la situation. Oui, la France est dans la merde. Maintenant, il y a des gens qui ont un intérêt, notamment BlackRock en fait partie, Vanguard aussi, qui ont un intérêt à surendetter les pays, qui ont un intérêt à ce que le premier service public d'un pays soit sa dette. Pourquoi ? Parce que ça leur permet d'être des seigneurs féodaux. Je veux dire, on sait qu'aujourd'hui, un Français moyen travaille à peu près à moitié pour lui-même. Et moins, en fait, c'est moins que la moitié pour lui-même. Donc, quand un Français moyen travaille, la moitié part vers l'État, directement ou indirectement, minimum. En fait, c'est plus, mais on va partir de la moitié. Or, plus de la moitié part vers le service de la dette. La moitié de la moitié. Donc, un quart du travail des Français est directement prélevé par BlackRock ou Vanguard. On a des gens qui immédiatement, avec un prélèvement, c'est comme si vous étiez franchisé. On peut mettre un énorme tampon BlackRock sur le front de chaque Français, ou Vanguard ou les autres qui détiennent de la dette française, parce que le travail des Français est, pour un quart, donné directement à ces gens. C'est criminel, c'est scandaleux. Si les Français savaient comment ça fonctionne, ils feraient la révolution. Les Américains ont fait la révolution et ont pris leur indépendance pour un 20e de ce taux d'imposition. Un 20e, littéralement. Hein. C'était des petites taxes à 4 ou 5% et qui ont suscité la Boston Tea Party, etc. Donc, si les Français savaient, en effet, ils feraient la révolution immédiatement. Ils devraient la faire, ça va de soi. Ça, c'est la situation économique de la France. Aujourd'hui, on s'empare du travail de chaque individu, pire qu'un seigneur féodal. On a mis les Français en état de servage. Et pour conclure, quand ce n'est pas seulement les fruits de leur travail qu'on s'accapare par l'impôt, dont la moitié de l'impôt va directement dans les poches de BlackRock, Vanguard et autres détenteurs de dettes françaises, eh bien, il y a aussi la privatisation des services publics. Le train, l'autoroute, c'est des machines à cash. Toutes les belles machines à cash, qu'est-ce qu'on en fait en France? On les privatise. Aéroport de Paris, machine à cash. La France est un des pays. Française des Jeux. Française des Jeux. Machine à cash. Les autoroutes, machine à cash.
Ouais, C'est ouais. superbe les autoroutes. Bah, aujourd'hui, c'est Vinci et c'est les fonds de pension américains qui en retirent les dividendes. Donc, Mmh, les Français sont capables, avec leurs impôts, de générer des sources de revenus. Ils mmh, génèrent les autoroutes qui sont des sources de revenus. Ils génèrent les mmh, aéroports qui sont des sources de revenus. Ils génèrent mmh, les musées qui sont des sources de revenus. D'une façon générale, ils génèrent leur patrimoine touristique, tangible ou mmh. intangible, qui est une source Ouais. de revenus, avec leur Mmh, gastronomie, les mmh, artisans, etc. Donc les mmh, Français savent investir leurs impôts dans des sources de revenus. Ils le mmh. savent. Et bien sûr, ils savent aussi dépenser leurs impôts dans des choses qui ne créent pas de revenus, mais qui Ouais. créent des services publics comme les hôpitaux ou les écoles. Mmh. Pas de Ouais. problème. Ah, on Mmh, peut créer du revenu avec les universités si on fait des équipes de foot, par exemple. Le mmh. système de varsity aux États-Unis, ça équilibre énormément les budgets des facs américaines. Et c'est toujours Ouais, intéressant de voir qu'on pourrait faire ça en France aussi. ouais. On pourrait lisser tout un tas d'événements sportifs à l'interuniversité et ça Mmh, permettrait d'enrichir les universités françaises. Mais bon, même si on se dit, mmh. il y a quand même des services publics, on s'en fout qu'ils créent du revenu ou pas. Très bien. Ouais. Mais on Mmh, sait créer du revenu avec nos impôts. Et ben à chaque fois mmh, qu'on les crée, à chaque fois qu'on le fait ça, c'est privatisé à mmh, cause de cette dette. Donc, mmh, il est temps maintenant de prendre des mesures radicales, parce que sinon, en effet, les Français vont sombrer un peu plus, génération après génération, dans le servage, parce que c'est du ouais. servage, hein, soyons Ouais, clairs. ouais. Mmh, Et ce servage, il a comme conséquence logique l'abolition de l'âge de départ à la retraite. Ça mmh. va de soi. Et Le report en permanence de l'âge de départ à la retraite qui est exigé par BlackRock pour mmh. pouvoir accaparer encore plus du travail des Français. Mmh. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Idriss, pour ce grand entretien. On te remercie d'avoir pris ce temps pour nous répondre, nous avoir éclairé là-dessus. Donc, je te souhaite un excellent week-end, bien entendu, une bonne Merci. continuation pour ce que tu es en train de faire, tes multiples projets. On te suit où? Bon, les gens le savent, mais pour ceux qui ne savent pas, où on te suit où, Idriss, sur tes Sur vidéos? ma chaîne YouTube et sur la chaîne de Scanderia, je vais reprendre Ouais, les vidéos sur ma chaîne YouTube, mais ouais, je vais pas offrir ça tout de suite à YouTube avec ce shadowban. Mais ouais. sinon, voilà, sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne de Scanderia, c'est les Mmh. meilleurs endroits pour avoir mon actualité. Bon, ben formidable. Bien, suivez, bien sûr, Idriss Aberkan. Merci, Idriss, de ta confiance. Merci de ton amitié. On te souhaite plein de courage, plein de boulot. Nous, chers amis, on va vers la fin de la matinale. Merci à tous. Allez, on poursuit cette matinale. Merci, Idriss. Bonne journée à toi. Merci Nicolas.